Eh bien bonjour à toutes et à tous, je crois d'après la régie que vous devriez être en mesure de m'entendre et de me voir. Je reste à l'affût d'indications contraires parce que la technique, ma foi, est comme l'être humain, elle a ses faiblesses. Je devrais être en mesure de partager avec vous les quelques considérations auxquelles on m'a demandé de réfléchir autour finalement de cet enjeu si fondamental de notre humanité. Le défi humain est le thème de mon intervention. Et je dirais qu'il est particulièrement d'actualité. Donc je vais commencer par saluer Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs des renseignements généraux, l'ami Vilude, les journalistes qui ont déjà commencé à dire du mal de vous et de nous. Bon, en même temps, en parlant de congrès de médecine intégrative, c'était peut-être un petit peu provocateur, mais moi j'aime bien la provocation. La médecine, c'est la médiation. L'intégration, c'est ce dans quoi était la médecine avant la crise sanitaire. Et effectivement, comme propos liminaire, peut-être pourrais-je partager avec vous cette conscience que avant que cette crise n'arrive, la médecine était en train d'avancer à grandes enjambées dans la bonne direction. Et justement, dans cette compréhension que l'être humain est un être complexe, un être de sens et de sensibilité autant que de matière, et que donc si on entreprend de le soigner, il ne suffit pas d'avoir des molécules et d'analyser des variables biologiques, mais il convient de tenir compte de l'entier de la personne. On sait que le même remède donné au bout de 45 minutes de consultation empathique ou au bout de 5 minutes en disant « j'ai vos tests, voilà ce qu'il faut que vous preniez, au revoir monsieur », n'a pas le même effet. Et donc, c'est vrai que c'était spectaculaire de voir comment la gestion catastrophique de la crise sanitaire a mis un stop à toute cette évolution et provoqué même une régression absolument majeure dont certains penseurs, je pense à Alejandro Jodorowsky, le grand homme de théâtre, cinéaste, mais aussi thérapeute, pensent qu'en fait, ça a été provoqué par la marche en avant dans la bonne direction. Et lui suppose, ce sont ses hypothèses, je reste toujours très libre par rapport aux hypothèses quelles qu'elles soient, mais qu'au fond, cette avancée prometteuse de la médecine dans une direction plus humaine est devenue inquiétante, sinon intolérable à certains pouvoirs. Et donc on a vu effectivement un retour de balancier spectaculaire, où tout d'un coup n'existait plus qu'un agent pathologique et une solution, l'injection génique expérimentale. Donc on a mis en échec tout le reste, on s'est assis sur tout ce qui constitue l'immunité, on n'a pas du tout fait usage de granularité entre les catégories de la population à risque ou pas, pour entrer en quelque sorte dans une médecine complètement robotisée. Et vous voyez comment cette simple considération d'actualité, j'ai envie de dire, nous place d'emblée au cœur du sujet, du défi humain. Alors, je n'ai pas l'habitude de tourner autour du pot, et je sais que c'est parfois difficile à certaines personnes de le prendre en considération ou simplement d'ouvrir les yeux. Mais nous avons vécu vraiment quelque chose qui, au cours des derniers mois, nous a rappelé les pires moments de notre histoire, mais aussi les pires caractéristiques de l'être humain. Alors je parle évidemment de dérive totalitaire au sens technique du terme, ça n'est pas une insulte, ça n'est pas une critique, mais quand on voit effectivement une pensée unique s'imposer, quand on voit une chasse aux sorcières se déclencher contre tous ceux qui essayent de rappeler ce que sont les bonnes pratiques, quand on voit des stigmatisations furieuses, je rappelle quand même qu'un médecin réanimateur sur les réseaux sociaux a dit aux non-vaccinés signez un ordre qu'on ne vous réanime pas, je me ferai un plaisir de vous voir crever avec les yeux exorbités. Ou un président de la République dire ceux qui ne sont pas d'accord avec moi ne sont plus des citoyens. Et on mesure que dans ce type de parole, nous ne sommes plus dans le champ habituel de la contestation des idées, du dissensus, mais dans quelque chose de beaucoup plus grave. Et donc, de mon point de vue, mais tous les critères sont là en termes de philosophie politique, de psychopathologie, nous sommes dans une nouvelle résurgence de ces phénomènes totalitaires extrêmement dangereux, extrêmement violents, et qui viennent précisément questionner notre humanité.
Un soignant que l'on suspend parce qu'il refuse de se soumettre à une expérimentation médicale dont l'imposition est interdite par les conventions internationales et dont on s'assure qu'il va perdre tous ses revenus, tous ses moyens de subsistance, qu'il sera montré du doigt comme un paria, qu'il sera ostracisé. Je veux dire, on est vraiment dans des degrés de gravité extrêmes de la maltraitance sociétale. Et évidemment que pour nous qui avons vécu et grandi en démocratie, en état de droit, nous ne sommes pas habitués à voir cela, à connaître cela, à tel point que beaucoup de gens n'arrivent pas à le voir. Pris dans une manipulation psychologique qui a été extrêmement bien étudiée par un ensemble d'épidémiologistes, eh bien, ils ont été polarisés dans une certaine vision des choses. Mais au fond, le moment historique est intéressant à plus d'un titre. D'abord parce que nous sommes face de nouveau à cette question, comment créons-nous une société humaine ? Une société qui respecte la liberté, le libre arbitre et le statut de citoyen de chacun de ses membres. Et puis, qu'en est-il de cette affirmation que nous lançons à chaque fois que nous sortons d'un épisode totalitaire, à savoir jamais plus, mais qui revient à la première occasion, ce que nous vivons a été méticuleusement préparé, mais on voit quand même que nous sommes de nouveau dans cette réalité. Je répète souvent que dans l'Allemagne d'entre-deux-guerres, l'immense majorité des Allemands n'étaient pas des sales types, mais toujours est-il que l'Allemagne entière est partie dans une direction monstrueuse et inhumaine. Et donc la question qui se pose à nous, c'est comment est-ce que des gens qui, en temps normal, ont les mêmes repères éthiques, la même affectivité, la même sensibilité que nous, peuvent à un moment donné ne plus du tout être contenus par ces éléments d'humanité, de sensibilité et d'éthique et se retrouver, comme tant de gens l'ont dit, dans des postures qui, quand on a la tête froide et qu'on réfléchit aux choses, sont juste abominables. Un ancien maire de Genève a vitupéré sur les réseaux sociaux, il y en a marre de ces antivax et de ces complotistes, il faut vacciner de force tout le monde. C'est quelque chose qu'on a interdit après la Deuxième Guerre mondiale dans les procès de Nuremberg en disant on n'a pas le droit de prendre possession du corps de quelqu'un. Et donc cet homme que j'ai connu, qui est certainement pas un monstre ou un enragé, tout d'un coup est capable de tenir des propos qui ne sont plus ceux du droit, de l'éthique et d'une élémentaire humanité. Alors, j'ai envie, dans la demi-heure que j'ai à disposition, de vous inviter dans une réflexion autour de cette question centrale, le défi de notre humanité, sachant de surcroît que, évidemment, toute dérive totalitaire est très inquiétante, mais que de surcroît, aujourd'hui, nous avons technologiquement acquis la possibilité de transformer le génome humain. Alors, c'est évidemment le cas avec l'injection génique. On nous a dit non, il n'y a aucune chance que l'ARN messager se rétro-transcrive dans l'ADN. Ben si. Des expériences de laboratoire sur des cellules du foie ont montré que c'était possible. Mais au-delà de ça, les potentats transhumanistes qui aujourd'hui cherchent à imposer leur système à l'échelle mondiale disent très ouvertement qu'ils veulent transformer la génétique du vivant. C'est vrai des OGM pour l'alimentation, c'est vrai pour l'élevage animal. Bill Gates a lâché des millions de moustiques modifiés génétiquement pour lutter contre telle ou telle maladie, et on arrive au stade de la thérapie d'intervention génique. Alors évidemment, pour des maladies orphelines ou dans certains cas, ça peut présenter un intérêt, mais dont on sent que ça va beaucoup trop vite, et surtout que ça pose la question fondamentale de ce pouvoir que nous nous approprions sur la nature. Alors, j'ai envie de vous apporter un ensemble de perspectives autour de ces questions, à la lumière de l'anthropologie, bien sûr, d'un côté, mais également des neurosciences. Au fond, il y a 3 révolutions scientifiques en cours, qui sont aussi passionnantes les unes que les autres. La première, c'est la révolution de l'astrophysique. Nous continuons à contempler le cosmos. Nous sommes, à notre connaissance, la seule créature qui est capable de contempler un ciel étoilé en se disant « mais qu'est-ce que c'est que ce bins ?»
et d'être dans cette contemplation du mystère avec plein d'énigmes qui sont loin d'être résolues, comme la masse manquante de l'univers ou la théorie unifiée de la physique qui nous échappe. La deuxième grande exploration scientifique, c'est l'investigation du microbiote, c'est-à-dire de ce kilo et demi de bactéries amies que nous trimballons en nous, dont nous sommes les hôtes, sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre, et qui change évidemment la vision pasteurienne. Dans la vision pasteurienne, les microbes sont des ennemis, il faut les tuer avec des vaccins ou des antibiotiques. Et évidemment que le microbiote, il nous donne une toute autre perspective. Nous avons besoin de coopérer dans un processus de symbiose avec le monde microbiologique, car si nous n'hébergeons pas les bonnes colonies de bactéries, nous n'avons pas d'immunité, nous n'avons pas de neurotransmetteurs, nous ne pouvons pas digérer certains aliments absolument essentiels. Et donc, vous voyez, notre place dans l'univers, notre collaboration avec l'infiniment petit biologique, et puis la troisième grande révolution, ce sont les neurosciences. Alors bien sûr, il y a des risques de réductionnisme. Le réductionnisme, c'est un peu la patte de la modernité, mais elle nous enseigne quand même un ensemble de découvertes qui sont passionnantes et qui, à mon sens, sont cardinales à cette question: est-ce que nous allons trouver le chemin pour nous humaniser suffisamment pour sortir de la répétition du pire, et le pire étant bien sûr ces déferlements totalitaires. Alors, que vous sachiez que ça fait 7 ans que je travaille avec une des principales équipes de recherche en neurosciences aux États-Unis autour de la question du lien entre la spiritualité et la santé, et comment les pratiques psychospirituelles ont un impact sur notre santé physique et psychique. Donc je ne vais pas évidemment vous faire un cours de neurosciences, mais peut-être pointer du doigt les découvertes, à mon sens, les plus intéressantes, et en sachant précisément que nous sortons en quelque sorte d'une vision extrêmement figée du cerveau humain. On a tous à l'esprit ces vieilles cartographies où le cerveau ressemblait à une noix, et puis on disait tel endroit correspond à telle fonction. Puis vous avez à la gauche de l'image une représentation du connectome, c'est donc une figuration des réseaux neuronaux qui traversent le cerveau de part en part et qui en fait connectent toutes les différentes parties. Et donc aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas être dans des visions aussi limitatives que celles de droite. Tout ce que vous avez appris sur le cerveau droit, le cerveau gauche, le cerveau reptilien, le cerveau mammifère, tout ça, vous laissez tomber. Ça n'est pas comme ça que ça se passe. Nous avons un cerveau qui coopère en permanence en impliquant l'entier de lui-même, mais avec une diversité de logique. Et au fond, c'est ça qu'il y a de fascinant dans l'expérience humaine, c'est cela notre humanité, c'est qu'effectivement, nous avons en nous des réflexes qu'un lézard peut avoir, nous avons des affects que nous partageons avec toutes les espèces de mammifères et nombre d'espèces d'oiseaux. Donc si vous retirez un veau à sa vache pour l'emmener à l'abattoir, la mère vache va connaître un chagrin de séparation et de deuil qui active exactement les mêmes réseaux neuronaux et les mêmes neurotransmetteurs que c'est notre cas lorsque nous perdons un être cher. Et puis nous avons des structures créatives, ce qui nous permet d'imaginer, de déconner, de délirer, de dire n'importe quoi, mais aussi de trouver des choses qui n'existent pas dans ce que nous connaissons déjà. Et puis des cognitions qui nous permettent de faire usage de la rationalité et de la logique, avec de surcroît des fonctions supérieures que je vais bien sûr aborder dans un petit instant. Donc nous avons en quelque sorte une polyphonie dans notre cerveau qui est singulière, c'est différent pour chaque personne, et alors, c'est une question qui reste ouverte, mais je suis convaincu en ce qui me concerne que si on pouvait, vous savez comme dans les films de science-fiction, se téléporter dans la conscience de quelqu'un, d'un de nos proches, nous serions très surpris de voir comment sa vision du monde est différente de la nôtre. Et avec cette particularité supplémentaire, ça c'est vraiment un point fondamental, que contrairement à l'impression qu'on peut en avoir, nous ne percevons pas le monde tel qu'il est,
Nous recréons dans notre esprit une simulation du monde, une hypothèse du monde, et c'est cette hypothèse qui a l'apparence de la réalité. Ça, c'est notre grande différence avec les autres espèces. Toutes les autres espèces sont dans un rapport très premier à l'existence. Mais nous, on a ce simulateur de réalité qui nous fait créer un monde dans notre psychisme, et peut-être que plutôt que d'essayer de vous expliquer ça avec des mots, j'espère que l'image est bonne de votre côté, mais je peux vous montrer cette petite expérience très connue où vous allez voir, il va de soi que les carrés A et B nous apparaissent de couleurs évidemment différentes. Eh bien, vous serez surpris de découvrir qu'en réalité, ils sont exactement de la même couleur. Et en effet, si on déplace sur le premier échiquier à gauche l'échelle colorimétrique qui est apparue sur celui de droite, vous voyez qu'en réalité, ces deux carrés sont d'une couleur identique. Il ne s'agit pas d'une illusion d'optique, c'est-à-dire qu'on ne piège pas votre rétine ou votre nerf visuel, mais on piège cette compétence du cerveau à créer l'hypothèse la plus raisonnable. Alors évidemment, l'échiquier est configuré pour générer cette erreur d'interprétation, mais vous voyez, c'est pas sensoriel. C'est que sur la base des informations visuelles à disposition, c'est l'hypothèse la plus naturelle pour notre cerveau. Et donc, vous avez bien vu que dans la première image, on n'a aucun doute quant au fait que les deux carrés en question sont différents. Et ce que je viens de vous montrer, c'est permanent pour tout ce que nous percevons. Et donc, il y a toujours une valence de codage avec de surcroît cette autre réalité intéressante qui est que chacun d'entre nous n'a au mieux qu'une très vague idée de ce qu'il existe dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations complexes et nous sommes tellement limités sensoriellement et intellectuellement pour comprendre ce qui se passe que nous pouvons au mieux avoir une approximation. Alors évidemment, il importe que cette approximation soit suffisamment bonne pour que nous ne nous mettions pas en danger ou que nous ne fassions pas une grave erreur d'interprétation. Mais on sait par exemple comment les témoins d'une différente scène, dans des cas d'enquête policière par exemple, auront des perceptions extrêmement différentes, parce qu'aucun d'entre nous ne peut prétendre percevoir le réel tel qu'il est. Et ça, pour moi, c'est un côté très anarchiste des neurosciences, dont je me réjouis énormément, évidemment, c'est que c'est la fin de la dominance intellectuelle. Quelqu'un qui vient vous voir en vous disant « Écoute, t'es bien gentil, mais t'as vraiment rien compris, je vais t'expliquer comment c'est. » Vous pouvez partir d'un grand éclat de rire en disant « Non, non, t'as juste pas compris comment ça marche. Tu as peut-être perçu des choses que je n'ai pas perçues ou compris des choses que je n'ai pas comprises, et ça m'intéresse que tu me les dises. » Mais moi, j'ai forcément perçu et compris des choses que toi, tu n'as pas comprises. Et ce qui est intéressant, c'est si on met nos compréhensions et nos perceptions en commun, parce que là, on va devenir les deux plus intelligents. Mais me prendre de haut en me disant « t'as rien compris, je vais t'expliquer », tu oublies. C'est juste neurologiquement impossible. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle, mais c'est aussi le premier défi. Vous voyez ? Les gens qui actuellement se comportent de manière inhumaine ne sont, sauf des profils psychopathologiques pervers, et il y en a malheureusement 4% de la population, et eux, ils se régalent par des temps qui courent, mais tous les autres, ce sont des gens qui sont juste tellement convaincus qu'ils ont été en danger de mort, qu'il n'y avait pas de remède, qu'on pouvait strictement rien faire, qu'on était obligé de porter des masques pour pas être contaminé ou contaminer les autres, et que seule l'injection nous a sauvés. Vous voyez, dans leur esprit, c'est aussi réel que la différence des deux cases de l'échiquier que je viens de vous montrer. Et bien sûr, on pourrait nous rétorquer, mais vous aussi, dans vos convictions dissidentes, vous êtes convaincus de l'inverse. Et c'est là où il faut toujours articuler la part de subjectivité. Oui, il n'y a aucune certitude absolue, mais en même temps, toutes les hypothèses ne sont pas égales. Il y a des hypothèses qui sont plus fortes que d'autres ou qui rendent mieux compte de la réalité, et c'est là où nous devons tous rester extrêmement ouverts d'esprit par rapport à ça. Et la seconde difficulté, c'est celle que je vais vous présenter avec le second clip, qui est une autre expérience très amusante. Tout ça, c'est tiré d'une conférence de Anil Seth,
S-E-T-H, qui est neurobiologiste à l'université de Nottingham et qui a fait une conférence qui s'appelle Comment nous hallucinons la réalité, une conférence TED. Vous pouvez trouver ça facilement sur YouTube ou des canaux en ligne. Et la seconde expérience, tout aussi intéressante, se déroule quant à elle ainsi. Le sujet est assis à une table et il est séparé de son bras gauche par un champ visuel. Donc tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un avant-bras en latex. Alors qu'on a posé précisément le bras en latex dans son champ visuel devant lui. Et ensuite, avec 2 pinceaux, l'opérateur, par un mouvement synchronisé sur le faux bras et le vrai bras, produit chez le sujet une association. C'est-à-dire que la sensation qu'il perçoit dans son bras caché et la vision qu'il a de son faux bras caressé crée dans son cerveau une identification, une association, et vous voyez que on attaque le bras en latex, comme le cerveau s'est identifié à cette perception visuelle, le type réagit alors qu'il sait très bien que c'est un bras en latex qu'il a dans son champ de vision. Voyez ? Et ça, c'est le principe neuropsychologique suivant qui est redoutable, qui est que nous nous identifions à nos croyances, à nos pensées, à nos émotions, mais aussi aux croyances et aux pensées que nous partageons avec les autres. Et d'une manière où, s'il y a une valence, c'est-à-dire une intensité émotionnelle particulière, cela peut même aller jusqu'à couper les compétences logiques. Et là, je vous mets un autre petit clip pour illustrer ça, qui est tiré du grand humoriste Rémi Gaillard, celui qui dit « c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui ». Beaucoup de personnes au gouvernement, dans les préfectures, dans les cercles scientifiques et les revues médicales sont en train de l'illustrer. Donc c'est un clip extrêmement intéressant, hein. C'est une caméra cachée dont je vous laisse prendre connaissance. Alors c'est très amusant, mais c'est pas du tout charitable. Parce que vous avez vu le jogger qui s'attend pas du tout à ça, et vous voyez comment ça marche. C'est-à-dire que rationnellement, nous savons tous que les dinosaures n'existent plus. Mais quand il est face à cette irruption dans son expérience de vie de quelque chose de terrifiant, et ben à ce moment-là, on voit comment toutes les connexions avec le néocortex, et effectivement les influx vont 10 fois plus vite dans ce sens-là que dans le sens inverse, c'est que c'est beaucoup plus difficile de freiner une émotion que de la laisser nous envahir, et bien tout d'un coup, il perd toutes ses compréhensions du réel pour n'être plus qu'une proie devant un prédateur. Alors, bon, c'est un peu humoristique sans être charitable, mais c'est aussi très instructif parce que c'est exactement ce que les autorités ont fait depuis 3 ans. On a pris une infection respiratoire virale comparable à celle de toutes les autres années, et même un peu plus faible d'après les chiffres solides dont on dispose. On a fait croire aux gens qu'ils étaient en danger de mort en permanence, et que n'importe qui pouvait les tuer, étant donné que n'importe qui était susceptible d'être porteur asymptomatique. Et donc on a plongé l'entier de la population pendant 3 ans dans ce type de réaction, avec ce martelage absolument abominable, mais aussi terrifiant sur le plan éthique, sur le plan de la responsabilité, ce qui a fait que les gens vraiment ont perdu toute compétence de réfléchir, et on le voit. Hein, la logique a disjoncté. Donc quand par exemple des médecins vous disent non mais des expériences où on a prescrit des trithérapies à des gens à l'article de la mort ont montré que ça marchait pas comme traitement précoce,
d'accord ? C'est qu'il n'y a plus aucune compétence logique. Et donc, c'est ce dans quoi on est. Et donc, c'est important de savoir que ces différents réseaux de notre cerveau fonctionnent tant qu'ils sont relativement en équilibre les uns avec les autres, mais que sinon, ça pose problème. Et qu'au fond, toute notre humanité s'y joue en termes de perception, mais aussi en termes de sensibilité, c'est-à-dire que ces mêmes réseaux que nous venons de voir être complètement désactivés chez ce malheureux jogger, je vais vous montrer une autre scène, vous allez voir qu'elle va aussi vous faire réagir, mais dans un sens qui, sauf si vous êtes un pervers ou un psychopathe, va plutôt être dans celui de l'empathie. Is the final vault for Stefan Beletsky. Father and coach Usten Beletsky looking on. Whoa! I've never seen a springboard break like that. There will be a deduction on the landing. I'd hate to be responsible for that. Not the official tools of gymnastics. The official tools of... Alors évidemment, je vous l'ai montré parce que ça se finit bien, je veux dire, il n'a absolument rien, mais vous êtes d'accord, pendant que tout d'un coup, la planche d'appui pète et qu'il fait un vol plané, on est tous là, oulala, le pauvre. Voilà, c'est parce qu'on a la ressource de cette empathie et de cette humanité en nous. Et donc, tout ceci se joue, si on en revient à ce cerveau interconnecté de toutes parts, à partir d'un ensemble de claviers dont nous disposons dans notre cerveau, qu'on appelle des réseaux. Donc on a identifié aujourd'hui à peu près 256 réseaux, il y en a probablement plus, mais il y en a quelques-uns qui sont prépondérants par rapport aux autres, et notamment les trois principaux qui sont le mode par défaut que vous voyez en haut à gauche, le réseau de salience que vous voyez au milieu à gauche et le réseau du mode exécutif que vous voyez en bas à gauche. À droite, vous avez encore les réseaux sensorimoteurs, frontaux et subcorticaux. Alors, on va garder ça relativement simple, mais si vous voulez, l'architecture cérébrale, si on la réduit vraiment à sa plus simple expression, elle repose sur 4 grands registres. Le premier, c'est le registre de l'émotion. Et comme je l'indiquais plus tôt, l'émotion, c'est quelque chose que nous partageons tous nos affects. Les recherches en neurosciences affectives sont passionnantes avec les mammifères et la plupart des oiseaux. C'est-à-dire que les émotions fondamentales de peur, de désir sexuel, de colère, de tristesse, de chagrin, de jeu, de curiosité sont partagées par tous les animaux. Et nous ne sommes pas différents des autres. Une des raisons pour lesquelles nous sommes captifs de cette boîte maudite, c'est que une fois qu'un mammifère a mangé et s'est reposé et qu'il n'y a pas d'urgence ou de priorité, son premier intérêt est qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir d'amusant. Donc, si vous mettez des rats dans une cage avec des colifichets, des bouchons, des grelots, des choses comme ça, le rat il se lève et puis il part vadrouiller en disant ah, qu'est-ce que je peux bien trouver. Et la boîte à mirages, elle fait ça. C'est-à-dire que c'est une lucarne magique ouverte sur le monde où je vais trouver plein de messages, plein de vidéos, plein d'informations, plein de jeux, plein de stimulations, et avec de surcroît, vous le savez, des dizaines de milliers d'ingénieurs et de psychologues de l'autre côté de l'histoire, dont le but est de nous faire passer le plus de temps possible accrochés sur ce bidule, vu que finalement leur vraie valeur, leur vraie richesse, c'est le temps que vous y passez. Et donc, avant qu'on ait ça, on s'ennuyait beaucoup plus et on faisait des activités, on trouvait des activités à faire pour se désennuyer. Maintenant, tout nous vient pré-mâché et avec évidemment toute une ingénierie sociale derrière, mais ça prend en otage une des notes fondamentales de notre clavier émotionnel qui est la curiosité, l'envie de découvrir. Ensuite, nous avons ces deux registres cognitifs qui sont d'un côté la rationalité et la logique, c'est quand on se concentre, c'est le réseau du centre exécutif, et on peut faire des opérations complexes, des calculs, des statistiques, des analyses de texte, écouter ce que raconte un conférencier. Et en fait, notre limite, c'est que nous ne pouvons pas rester très longtemps dans cet état-là. Toutes les 18 minutes, c'est pour ça que les conférences TED sont calibrées à 18 minutes, toutes les 18 minutes, vous allez naturellement commencer à partir dans la lune. Même brièvement.
Et à ce moment-là, c'est le réseau du mode par défaut qui s'active. Je remets juste l'image pour que vous puissiez vous les figurer. D'accord ? Donc quand on est concentré, c'est celui du bas à gauche avec les taches rouges. Et puis au bout de 20 minutes, on fatigue. Et donc naturellement, on se déconcentre. Et à ce moment-là, de manière assez contre-intuitive, l'activité cérébrale augmente. Pourtant, on flotte. On saute un peu du coq à l'âne, vous voyez, on est dans cet état d'hypnose légère, et à ce moment-là, le cerveau, il fait plein de choses passionnantes, il recycle les neurotransmetteurs que nous venons de dépenser, il partage de l'information de manière infraconsciente sur ce que nous avons vécu d'intéressant, et il imprime dans la mémoire longue ce qu'il faut retenir parce que ça a un intérêt, tout en éliminant ce qui est inutile. Et en fait, on a besoin d'une alternance fréquente entre ces deux registres. Ce que les enfants dans les écoles font souvent. Si vous êtes un peu rêveur comme moi, vous êtes sans doute souvent fait remettre à l'ordre pendant un cours par le maître ou la maîtresse qui vous disait « Hey, c'est ici que ça se passe, c'est pas par la fenêtre ou dans la lune ». Oui, sauf que quand il part dans la lune, c'est là où l'enfant mémorise, c'est là où il intègre et c'est là où il recycle ses neurotransmetteurs pour être capable de se concentrer un peu plus. Et donc, on a ce magnifique balancier entre la rationalité et l'imaginaire, et on sait qu'on a besoin des deux. C'est par l'imaginaire qu'on découvre et qu'on invente et qu'on innove, et c'est par la rationalité qu'on vérifie. Et d'ailleurs, je me permets un tout petit aparté, mais on observe que dans l'incompréhension de la dérive en cours, il y a évidemment la rationalité qui est impliquée, c'est-à-dire que les gens sont tellement embrouillés par des messages contradictoires que ça devient trop compliqué sur le plan logique. Mais il y a aussi cette incapacité à imaginer. Et des gens nous disent « Je ne peux pas croire que mon médecin me prescrirait quelque chose qui ne serait pas bon pour moi. Je n'arrive pas à imaginer que les gouvernements soient en train de travailler contre leur peuple. » Et vous voyez, ça c'est un défaut d'imaginaire. Alors, quand on est un peu féru de littérature et de cinéma, on sait au contraire, car en général les puissants ont tendance à comploter et que c'est plutôt étonnant de ne pas au moins avoir ça à l'esprit comme hypothèse. Et puis on a un autre réseau, je vous remets la configuration des réseaux, qui est figuré en vert au milieu à gauche, qu'on appelle le réseau de salience, et qui lui est extrêmement intéressant, aussi dans le sens où c'est probablement la clé de toute l'histoire. Sa première fonction, c'est juste de choisir à quoi nous allons accorder de l'attention. Donc, il perçoit globalement tout ce qui se passe dans notre environnement, puis quand tout d'un coup il y a quelque chose de saillant, c'est pour ça qu'on appelle le système de science, eh ben il nous dit « Oh oh !» Donc les publicitaires, par exemple, passent leur temps à trouver des gimmicks pour attirer notre attention. D'où la fréquence de femmes légèrement vêtues sur les encarts publicitaires, parce qu'évidemment que pour tous ces bonnets d'hommes, ça va tout de suite faire « Hop !» Qu'est-ce qui se passe là ? Puis les femmes, comme elles sont malheureusement... alors elles peuvent aussi être attirées, bien sûr, par des corps féminins dénudés, mais elles sont plutôt en général dans l'insécurité quant à leur propre corps, et donc elles vont aussi être attirées pour se comparer avec l'image. Et comme ce sont des images retouchées en général, c'est une des composantes de ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire la tendance qu'ont les femmes aujourd'hui à se dévaloriser physiquement en ayant une perception erronée de leur propre corps. Mais donc, la presse, les autorités, les médias, la publicité, votre conjoint, vos enfants, vos collègues de travail sont en compétition en permanence pour attirer votre attention. Et c'est votre système de salience qui réagit. Alors, le système de salience, il a évidemment une valence extrêmement matérielle. Si je vois une belle voiture, je peux avoir envie de me l'acheter, ou un joli sac à main, mesdames, mais il est aussi dépositaire, et c'est là où ça devient intéressant, de ce à quoi nous accordons de la valeur, au sens large. Par exemple, un cas de figure qu'on observe beaucoup sur la route, c'est qu'il y a des conducteurs qui sont très égoïstes. Si tout d'un coup ils sont à un endroit et qu'ils ont la priorité, ils vous laisseront jamais passer. Parce que dans leur système de salience, c'est leur intérêt à eux qui prime.
Puis vous avez d'autres conducteurs qui, eux, sont plutôt altruistes, c'est-à-dire qu'ils se disent, moi, dans un cas pareil, j'apprécierais que quelqu'un me laisse passer, donc je vais civilisement laisser passer cette personne. Et puis, ça me fera plaisir. Vous voyez ? Donc le premier conducteur, il retire son plaisir du fait de ne pas avoir laissé qui que ce soit d'autre être à sa place. et le second, il retire son plaisir d'avoir laissé sa place à quelqu'un d'autre. Et là, ça devient passionnant parce que ce système de salience, et notamment les zones du cerveau, alors bien sûr, c'est à replacer dans le contexte de l'interaction de tous les réseaux, mais il y a malgré tout, bien sûr, des aires dédiées, et notamment ces zones que vous voyez indiquées ici en violet, donc l'insula, le cortex insulaire, le cortex préfrontal, le cortex singulaire antérieur et postérieur, et l'amygdale, sont des zones, ça c'est vraiment intéressant, je pense que le potentiel évolutif de l'espèce humaine y réside, qui sont en fait en charge de 3 fonctions biologiques supérieures principales. La première, c'est la conscience de soi, donc la réflexivité, et la conscience de l'autre. Vous avez observé que moi, il y a des gens qui sont pas du tout conscients d'eux-mêmes. Ils se voient pas agir et parler. Ils sont juste dans l'action. Vous avez des gens qui sont capables de se questionner en permanence. Ça interdit pas d'agir. Mais vous voyez ce que je veux dire ? On porte un regard sur soi distancié pour notamment vérifier si ce que nous faisons et ce que nous disons est conforme à notre système de valeurs. Donc la conscience réflexive et la conscience sociale, la conscience des autres, est également dévolue à ces zones. Donc quand vous avez vu le gymnaste faire son vol plané, vous avez évidemment des émotions qui se sont activées par mimétisme, mais vous avez aussi ce sens éthique, social, qui s'est activé parce qu'au fond vous vous êtes dit, sans vous le dire, mais à sa place, j'aimerais pas du tout être à sa place, donc le malheureux, voyez ? Et ça, ce sont des aptitudes que les pervers et les sociopathes, notamment ceux qui nous gouvernent, mais de manière générique, dont ils ne disposent pas. Donc, première faculté, la conscience réflexive. Deuxième faculté, la conscience sociale, empathique, relationnelle, l'intelligence émotionnelle, si vous voulez. Le fait de tenir compte des autres dans une équation avec soi-même. Et pour reprendre l'histoire de l'automobiliste, que vous sachiez aussi que, par exemple, on peut montrer que si vous dépensez 100 € pour faire plaisir à quelqu'un que vous aimez, vous en retirez plus de satisfaction que si vous dépensez 100 € pour vous-même. Sauf si vous êtes pervers ou psychopathe. Mais autrement, en fait, ça fait plus plaisir de faire aux autres que ça ne le fait de se faire plaisir à soi-même. Et puis, la troisième compétence, c'est la contemplation du mystère, c'est la spiritualité. C'est le fait, vous savez, c'est assez vertigineux la condition humaine. On est quand même très exposés, nous sommes des êtres fragiles et vulnérables dans un monde incompréhensible avec beaucoup de dureté naturelle et humaine autour de nous. Il y a beaucoup de violence dans la nature. Et contrairement à ce que croient les rousseauistes et les romantiques, la violence fait partie de la nature. Je vous donne juste un exemple. On a souvent dit que l'être humain est le seul à tuer ses congénères comme il le fait. C'est totalement faux. Quand vous prenez le taux de meurtres intraspécifiques chez les mammifères, on est à peu près à la moitié. On est dans la moyenne. Et les plus tueurs, ce sont les suricates. Vous savez, c'est très, très, très gentils petits mammifères, comme dans Le Roi Lion, qui en fait sont des meurtriers invétérés. Il y a un suricate sur 4 qui meurt tué par un autre suricate. Donc cette violence, elle fait partie de la nature, et donc évidemment que c'est inconfortable et vertigineux d'être sur cette terre, d'autant plus qu'on est condamné à mort, comme le disait Woody Allen, avant d'avoir fait quoi que ce soit de mal. Et par rapport à ce vertige existentiel ou à cette question spirituelle, qu'est-ce que je fais, moi, créature, dans cette création ? Eh bien, il y a d'une part cette vérité incontournable qu'aucun d'entre nous ne sait et n'aura jamais la réponse définitive. On peut avoir des bribes de réponse, mais on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Notre cerveau et notre conscience sont probablement trop limités. Puis d'un autre côté, que c'est une question qui nous est posée. Et là intervient cette question
du sacré, c'est-à-dire considérons-nous qu'il y a quelque chose dans le vivant, en nous, mais aussi à l'extérieur de nous, qui relève de l'inviolable, qui est sacré. Et dans toutes les cultures qui ont préservé une forme de spiritualité, eh ben c'est une évidence. Dans le christianisme, par exemple, nous avons cette magnifique phrase dans l'évangile de Matthieu, je crois, « Ce que vous faites au plus petit d'entre vous, vous le faites à moi. » Et dans cette tradition, c'est le divin qui parle. Voyez ? Et si vous n'êtes pas un pervers ou un sociopathe, que vous soyez homme ou femme, l'image que vous êtes en train de contempler maintenant génère plus d'intensité dans votre cerveau que si vous voyez une belle femme ou un bel homme dénudé. Cette image, c'est le summum bonum de la sensibilité humaine, et quand nous plongeons nos yeux dans les yeux d'un nourrisson, le sacré est là. Il y a quelque chose de plus grand que nous-mêmes, quelque chose d'intouchable et d'inviolable. Alors, j'arrive bien sûr au terme du temps qui m'est imparti, mais la raison pour laquelle je vous raconte tout ça, en dehors que c'est un de mes sujets de recherche qui me passionne, mais c'est que je suis convaincu que dans la gonfle actuelle, nous payons le prix de la désacralisation de l'Occident. Il y a eu un tournant dans les années 60 où on est sorti de l'homo religiosus, c'est-à-dire que même le président, le général, le médecin tout-puissant, tant qu'on était dans une société religieuse, il ne pouvait pas tout faire. Parce que si vous touchez au sacré, à ce moment-là, vous vous affrontez à Dieu et vous ne pouvez qu'en prendre plein la gueule. Et quand on est passé dans les années 60 de l'homo religiosus à l'homo economicus, où il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus de verticalité, il n'y a plus de sacré, on peut tout réduire à de la métrique et à des équations, ce qu'on voit maintenant. Un enfant handicapé à sa naissance, maintenant on peut ne pas le laisser vivre. Non, non, il est handicapé. Ou un vieux qui ne rapporte rien et qui coûte, on peut dire, bah, ça peut être bien. Au Canada, ils ont récemment légalisé l'euthanasie pour les pauvres. Quelqu'un qui est en situation de précarité, sans souffrir de pathologie, peut demander à mettre fin à sa vie parce qu'il est pauvre. Voyez ? Et donc, c'est bien le signe qu'il n'y a plus de sacralité. Et quand il n'y a plus de sacralité, la porte est ouverte à toutes les monstruosités. Alors, comprenez-moi bien, je plaide pas pour qu'on revienne en arrière dans des formes de religion qui de toute manière ont été un petit peu compliquées au cours du temps. Mais si nous ne retrouvons pas les moyens de stimuler ce sens du sacré, nous finirons dans l'état où nous poussent ceux qui nous gouvernent actuellement, c'est-à-dire un état en fait d'infra-humanité. Et eux-mêmes ont ce mot à la bouche, étant donné qu'ils commencent déjà à découper le monde entre les surhommes, dont évidemment ils veulent faire partie, les sous-hommes, tous ceux qui ne sont pas à leur hauteur et ne méritent pas de jouir de leurs privilèges, mais aussi avec un ensemble de procédés d'abêtissement. Voyez le travail de l'éducation, voyez le travail du mouvement de négation des différenciations sexuelles et d'âge. Tout ça, les médias, bien sûr, la publicité, ce sont des choses qui visent à abêtir l'être humain pour qu'il n'ait plus qu'un fragment de cerveau et ne soit plus capable de s'opposer à ce qui lui arrive. Et donc pour moi, la grande question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce que nous allons enfin être capables de nous humaniser suffisamment pour déjà nous protéger des pervers et des sociopathes, ne pas être soumis à leur agenda, oser les mettre en échec par tous les moyens nécessaires, et puis après, cultiver à l'intérieur de la société ce sens du sacré, dont je suis sûr que vous et moi nous le partageons. Le préfet, les renseignements généraux et la Miviludes, ils auront à nous le démontrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup.